Et le député de la première circonscription est l'invité de notre journal, Nicolas Mesdorf. Bonsoir. Bonsoir. Vous étiez parti à Paris avec l'engagement de faire comprendre à vos interlocuteurs de l'état de dévastation, je cite, du pays. Globalement, avez-vous le sentiment d'avoir été entendu ? Oui, on a été entendu et il était temps, parce que si le dossier n'était pas en bas de la pile, il n'était pas non plus très en haut de la pile. Il n'est plus en haut de la pile. On l'a fait remonter, je pense, mais c'est clair qu'avec les vacances d'été, avec les Jeux Olympiques, avec la dissolution et le gouvernement démissionnaire, la tête des élites parisiennes n'était pas forcément en Nouvelle-Calédonie. Et donc il était important pour nous de sensibiliser, et je dis nous parce qu'on a décidé de le faire ensemble pour être plus fort, de sensibiliser Paris sur la tragédie calédonienne, la crise économique, la crise sociale, la crise humanitaire, la crise sanitaire. Il est urgent d'agir finalement auprès de l'État parce qu'on n'a, nous, pas le temps ici d'attendre le nouveau gouvernement. Alors, le premier personnage de l'État, le président, a pris le dossier en main. Vous l'avez rencontré avec les 3 autres parlementaires, hormis l'assurance que les discussions vont reprendre en septembre et le report des élections provinciales à l'année prochaine sur le volet de l'aide financière. Qu'avez-vous obtenu ? Sur le volet de l'aide financière, on a surtout alerté le président sur la faiblesse du remboursement des assurances pour l'instant, parce que c'est clair qu'aujourd'hui, les assurances jouent très peu le jeu. Donc on l'a alerté sur le sujet, mais on va dire que sur le volet financier, c'est suivi par Bercy toutes les semaines. Il y a Bruno Le Maire qui fait une visioconférence avec les patrons, le gouvernement et l'ensemble des élus calédoniens de manière hebdomadaire. Donc il y a un suivi. On voulait vraiment interpeller le président de la République sur les assurances, 2, la faiblesse de l'aide pour l'instant qui est reçue, et puis lui rappeler aussi que la situation du maintien de l'ordre n'est pas rétablie partout, notamment au Mont d'Or, sur la commune du Mont d'Or, et notamment avec la tribu de Saint-Louis. D'accord. Alors la reprise des discussions sur l'avenir institutionnel en septembre avec les forces politiques et le report des provinciales, ça c'est plutôt positif comme avancée selon vous ? Oui, enfin, je crois qu'aujourd'hui, les Calédoniens n'ont pas la tête aux élections provinciales. Je crois qu'on a besoin de d'abord définir ce qu'on veut faire de la Nouvelle-Calédonie. On a besoin de se retrouver entre forces politiques, d'abord chacun de son côté, pour essayer de trouver les projets politiques qui nous correspondent le mieux, et ensuite d'aller composer ensemble à Paris. Je ne crois pas qu'une campagne électorale en fin d'année puisse apaiser les choses. Alors la photo de groupe avec Emmanuel Macron, 2 parlementaires indépendantistes, 2 parlementaires non indépendantistes, c'est aussi positif comme signal ? Oui, c'était voulu comme ça. L'image était un message politique en lui-même. L'idée, c'était de dire qu'aujourd'hui, la situation est tellement critique qu'on ne peut pas se permettre d'être divisé sur les urgences économiques et sociales. À partir du moment où j'ai rencontré M. Tjibaou et on s'est mis d'accord sur le fait de travailler ensemble pour être plus fort auprès de l'État, il n'y avait pas de raison de ne pas le faire. Voilà. Je crois qu'il faut comprendre qu'à Paris, c'est toujours bien vu quand les Calédoniens arrivent ensemble. Ça nous donne une force supplémentaire. Après, ça ne veut pas dire qu'on est d'accord sur tout, avec M. Tjibaou, bien évidemment que non. Mais en tout cas, pour faire passer les messages d'alerte sur la situation, c'était utile. Vous avez confiance en lui ? En qui ? En M. Tjibaou ? C'est trop tôt pour le dire, et puis la question est un peu dure. La confiance, ça ne se décrète pas, ça se crée. Ça se gagne ? Ça se gagne. Aujourd'hui, ce que je peux dire, c'est que je n'ai pas de raison de ne pas travailler avec M. Tjibaou. Alors, il y a quand même quelque chose qui vous chiffonne, on l'a entendu, c'est l'insécurité. Et vous dites, vous l'avez dit sur une radio en France, mon reproche, c'est la relation de la France avec le maintien de l'ordre en Nouvelle-Calédonie. En gros, l'État a envoyé des moyens, mais encore faut-il les utiliser. Alors, parlons clairement, comment voulez-vous qu'ils soient utilisés sur la route de Saint-Louis, par exemple ? Non, mais je crois qu'en Calédonie, tout le monde constate qu'il y a un retour à l'ordre qui est progressif, mais il est trop lent. Il est trop lent et ça participe au fait que la population soit désabusée. Donc on a besoin, peut-être, dans certains lieux, comme à Saint-Louis, d'être plus entreprenant. Parce qu'il y a une phrase que disent les Calédoniens régulièrement, c'est que les VBRG, les centaures, sont là pour déblayer les routes. Pour balayer les routes. Voilà, pour balayer les routes. Et je crois qu'on n'a pas fait venir tous ces renforts-là pour balayer les routes. Alors, ce que j'ai à dire sur la tribu de Saint-Louis, c'est que les personnes qui vivent à Saint-Louis, qui subissent les exactions, il faut qu'ils dénoncent les jeunes, ou les moins jeunes d'ailleurs, parce qu'ils ne sont pas tous jeunes, qui participent à la déstabilisation. Parce que le président de la République nous l'a dit, la priorité est au maintien de l'ordre. Et donc,
tant qu'il y aura des exactions et tant qu'il y aura des délinquants qui perturbent la vie de tous les Calédoniens, d'ailleurs, qu'ils soient indépendantistes ou non indépendantistes, l'État ira les chercher. Donc, il faut plutôt partir du principe que vaut mieux arrêter tout de suite. Moi, je sais pas, les gens de Saint-Louis ne vont pas m'écouter moi, bien évidemment, mais il faut que les responsables coutumiers, qui sont aussi des responsables politiques, il faut que les familles aussi participent à l'apaisement, parce que sinon l'État ira les chercher. Et donc, on ne veut pas arriver aux extrémités qu'on a connues. Donc, il faut maintenant apaiser absolument la situation et que finalement, le dossier calédonien revienne au niveau du politique et sorte de la rue, sorte des barrages. Ça, c'est important. Alors, pour les habitants du Mont-d'Or Sud qui sont tributaires, vous le savez aujourd'hui, des navettes maritimes qui ne peuvent pas emprunter ou qui empruntent plus ou moins cette route de Saint-Louis, qu'est-ce que vous leur dites ce soir? Parce qu'on a beaucoup de questions là-dessus. Moi, je leur dis qu'on fait tout notre possible. On fait tout notre possible, à la fois d'interpeller l'État sur le maintien de l'ordre, sur le fait d'utiliser les moyens qui sont à notre disposition, et puis qu'on fait notre possible aussi dans le cadre du dialogue et de l'échange avec les leaders indépendantistes pour aussi apaiser les choses. Donc, on fait feu de tout bois pour que la situation s'apaise rapidement, parce qu'on a besoin d'une situation apaisée pour que les discussions reprennent et qu'on trouve un compromis politique. Alors Nicolas Mesdorf, vous êtes député, mais vous êtes aussi élu de la Nouvelle-Calédonie, le président du Congrès et le grand chef de Saint-Louis. En tant que président de l'institution, il avait mis, et je le rappelle puisque vous l'avez dit ici sur ce plateau, il avait mis à votre disposition un local pour faire votre travail de rapporteur du projet de loi constitutionnelle sur le dégel du corps électoral. N'est-il pas opportun aujourd'hui que vous et M. Tjibaou, député de la seconde circonscription, allez le voir et voir peut-être les autorités de Saint-Louis et de la Conception pour essayer de trouver de l'apaisement et donc une solution pour les gens du Mont-d'Or? On en discute souvent, de toute façon, au niveau du Congrès, et on interpelle le président du Congrès là-dessus. Mais pour rien vous cacher, je ne sais pas si aujourd'hui les autorités coutumières, ni même les autorités religieuses, pour qui j'ai une pensée après que les églises aient été brûlées, je ne crois pas qu'il n'ait de l'autorité aujourd'hui sur cette délinquance. C'est ça le souci, c'est-à-dire que c'est les délinquants aujourd'hui qui sont à Saint-Louis, ils écoutent qui? Qui c'est qu'ils écoutent? Est-ce qu'ils écoutent M. Tjibaou? Est-ce qu'ils écoutent M. Wamitan? Est-ce qu'ils écoutent M. Mesdorf? Je ne le crois pas. Donc, vous pouvez essayer? Je peux essayer, bien évidemment, mais il y a un moment donné, si on a une délinquance qui perturbe le quotidien des Calédoniens et qui n'écoute plus personne, il faut comprendre qu'il n'y aura que la gendarmerie pour arrêter cette situation. Et donc, moi, j'engage, et c'est pour ça que je parle des familles, peut-être, des familles, de ceux qui sont les plus proches de ces délinquants, à leur intimer tout de suite d'arrêter. Il y a eu des élections législatives, il y a un député indépendantiste, il y a des discussions qui peuvent reprendre sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie, sur toutes les questions que tout le monde se pose. Je pense qu'il est désormais temps de passer, comme je l'ai dit, de la rue à la table des négociations. Nicolas Mesdorf, dans l'actualité, KNS a annoncé vendredi le licenciement de plus d'un millier de ses salariés à la fin août. Votre réaction? Déjà, j'ai une pensée pour les salariés qui vont perdre leur emploi et pour toute la population du Nord pour qui l'usine de KNS était un poumon économique. C'est l'échec de la stratégie portée par la province Nord. C'est l'échec de tous les Calédoniens aussi, parce que quand on perd un outil aussi important, c'est toute la Calédonie qui va en souffrir. Et je veux dire aussi que si on nous avait écoutés à l'époque, quand on disait de signer le pacte nickel, on n'en serait peut-être pas arrivé là. Il faut parfois aussi nous écouter, nous les non-indépendantistes. Ce n'est pas parce qu'on défend le fait que la Calédonie reste française qu'on ne défend pas les intérêts calédoniens avant tout. Et quand on disait, avec Louis Mapou d'ailleurs, qu'il fallait signer le pacte nickel, parce que sinon l'usine de KNS allait fermer, c'était pour défendre le maintien de l'activité. Aujourd'hui, avec le pacte nickel, on aurait sauvé l'usine de KNS. Parce que l'argent qui aurait été mis dans la subvention à l'énergie aurait permis à l'usine d'être compétitive. Vous aurez peut-être l'occasion de discuter sur ce pacte nickel dans vos prochaines discussions. Toute dernière question, et rapidement. Monsieur le député, Emmanuel Macron compte réunir les forces politiques, on l'a dit, en septembre. D'ici là, comment vous, les élus, allez-vous mettre à profit ce temps? Je pense qu'il faut utiliser le temps qui nous est imparti avant septembre pour clarifier les positions de chaque camp. C'est-à-dire qu'il y a un congrès du FLNKS qui est attendu. J'espère que le congrès du FLNKS décidera que la mouvance indépendantiste reprend le sens de l'échange, du dialogue avec les non-indépendantistes. Et puis il faut que nous, les non-indépendantistes, aussi on se mette d'accord sur le projet qu'on va aller défendre autour de la table. Parce que j'ai vu qu'après les élections législatives, tout de suite après, notre camp s'est divisé déjà sur les projets à mettre sur la table. Je crois qu'on n'a pas intérêt à venir aux négociations divisées et un qui dise blanc, un qui dise noir dans notre camp non-indépendantiste.
Je crois qu'on a besoin d'une ligne claire, on a besoin d'une ligne homogène et puis on a besoin d'une ligne d'unité. Voilà. Et je crois que c'est ce que les Calédoniens vont nous demander. Ils ne comprendraient pas qu'on se tire dans les pattes, pour utiliser une expression calédonienne. Et donc l'idée, c'est d'utiliser le temps qui nous est imparti pour nous mettre d'accord, chacun de notre côté d'abord. Question Facebook, Monsieur le député, préparez-vous un nouvel accord? Si oui, quand peut-il aboutir et quelles sont les conditions exigées par l'État? Je ne sais pas si on peut parler d'accord, parce qu'un accord, ça voudrait dire qu'on arrive à se mettre d'accord sur un projet ensemble. Aujourd'hui, vraiment, on a des perspectives différentes pour la Nouvelle-Calédonie. Je parlerai plus d'un compromis politique qu'on doit trouver entre indépendantistes et non-indépendantistes. Donc ce compromis politique, on doit le trouver, on le doit aux Calédoniens. Mais il est clair que nous, de notre côté, il faut aussi je parle des non-indépendantistes, qu'on tire les conséquences de ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'on a connu les événements de 84-88, on a fait Matignon et Nouméa pour pas que ça se reproduise, et ça s'est reproduit peut-être de manière encore plus intense. La question, c'est quel accord a mieux marché? Est-ce que c'est l'accord de Nouméa ou est-ce que c'est l'accord de Matignon? Et sur quel principe on repart? Alors maintenant, en parlant de l'ingérence étrangère, on parle de l'Azerbaïdjan, une question d'un internaute, avec l'accord de certains indépendantistes, je cite, a-t-elle été évoquée avec le chef de l'État? Quelle disposition veut-il prendre? Est-ce que vous l'avez évoqué, ça, avec le chef de l'État? On l'a évoqué, mais on n'a pas attendu, et moi, principalement le président de la République pour ça. Moi, j'ai saisi le procureur général de Paris pour que, sur la base de l'article 40, en fait, pour qu'on mette en examen, en tout cas, on saisisse en justice ceux qui sont allés en Azerbaïdjan. Et cette saisine va être renforcée par la loi contre les ingérences étrangères qui vient d'être promulguée au niveau national, que nous avions voté en début d'année à l'Assemblée. Pourquoi c'est important de le faire? Parce qu'aujourd'hui, l'Azerbaïdjan a déstabilisé la Nouvelle-Calédonie volontairement. Volontairement, vous avez des preuves? Pour s'en prendre, on a des preuves. Et Michael Forest l'a dit lui-même. Il a remercié l'Azerbaïdjan qui avait soutenu la CCAT qui a déstabilisé le pays. Donc, mais comment est-ce que vous comprenez ce soutien? Est-ce que c'est un soutien financier? Est-ce que c'est un soutien technique? Madame Roya, l'Azerbaïdjan n'a aucun intérêt en Nouvelle-Calédonie à part déstabiliser la France, comme en Polynésie, comme en Guyane. C'est la contrepartie de ce qui se passe en Arménie, dans le Haut-Karabakh, où l'Azerbaïdjan massacre les chrétiens. Et donc, on est sur de la géopolitique internationale. L'Azerbaïdjan se moque royalement de la Nouvelle-Calédonie. Par contre, ils financent, ils organisent et ils déstabilisent notre pays. Regardez les conséquences aujourd'hui de ces émeutes. Regardez les gens qui souffrent au Mandor, partout dans les quartiers populaires. Toute la Nouvelle-Calédonie souffre parce qu'on baisse en niveau de vie, on baisse en qualité de vie, on baisse en politique publique. Et aujourd'hui, c'est ce que veulent ces pays-là. Et tous les Calédoniens qui se rendent en Azerbaïdjan sont complices de ça. Et moi, je ne l'accepterai pas. Je l'ai dit pendant ma campagne, je finis là-dessus parce que c'est très important à comprendre. Ma ligne, elle est très claire, c'est le bon sens. C'est le bon sens paysan, c'est le bon sens broussard. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, chez moi, le côté va-t-en-guerre. Moi, je suis pour la paix en Nouvelle-Calédonie, mais il n'y a pas non plus, on va dire, le côté bisounours. Il faut être constructif avec ceux qui veulent construire, et puis il faut dénoncer ceux qui veulent détruire la Nouvelle-Calédonie. Donc on retient aujourd'hui que vous voulez dénoncer les personnes élues, responsables qui sont allées en Azerbaïdjan. Tout à fait, oui. Nicolas Mesdorf, merci d'avoir accepté notre invitation.